Je rappelle que nous étions donc au grand C et au petit 3 du grand C. Je rappelle, à partir du petit 1, on va avoir donc le renforcement de l'autorité de l'État sous le règne de Louis XIII et de Louis XIV euh, dès 1610, puisque le roi de France, Louis XIII, va s'instaurer comme étant le chef absolu du pouvoir, avec l'aide notamment du cardinal de Richelieu dès 1624, puisqu'il va avoir des troubles dans son royaume, notamment, on l'avait vu, par les protestants qui vont donc être contre le roi. Ah, on est en train de faire de la mécanique à côté, derrière. Ah, j'aurais cru que c'était chez Margot. Je reprends. Donc, on va avoir des contestations liées aux protestants et liées donc aux grands, à la haute noblesse, donc qui vont s'émanciper du pouvoir royal. Pour cela, Louis XIII et aussi le cardinal de Richelieu vont imposer donc des mesures fortes, notamment pour les protestants avec l'attaque et le siège des places fortes détenues par ces derniers à partir de 1628, notamment ici le document 1 avec la prise de La Rochelle et la paix d'Alès qu'on verra par la suite. Et dans un deuxième temps, pour contrôler les nobles, il va exécuter sur place publique les fauteurs de troubles, hein, ceux qui complotaient dans son dos, notamment donc le marquis de 5 mars pardon, et le marquis de Toux, pour donner des exemples aux nobles, afin donc de s'affirmer dans son pouvoir. Le royaume de France, il est donc euh, en pleine guerre aussi sous Louis XIII, puisqu'on a la guerre de 30 ans qui va s'instaurer contre les Habsbourg, et on va avoir euh, une imposition de plus en plus importante du peuple, du fait donc de ce système administratif qui va être développé sous Louis XIII et sous François Ier, avec 43 000 officiers, des intendants aussi, qui vont donc récolter l'impôt dans les paroisses et dans les provinces. Mais à partir de 1661, on fait un bond donc dans le temps, on va avoir la mise en place donc ce qu'on appelle l'absolutisme sous Louis XIV, puisque avant Louis XIV, on ne peut pas considérer que le pouvoir est absolu en tant que tel, puisqu'il existe des contre-pouvoirs, notamment le Parlement de Paris. Ce Parlement, c'est le Parlement qui est le plus important dans le système administratif français dans le Royaume de France, puisqu'il a le droit de remontrance. Il peut remonter des actes royaux pour faire des modifications de ces actes. Il y a aussi les États généraux. Ces États généraux sont institués lors de différentes crises de l'État. Et on a donc des crises et des contre-pouvoirs, notamment avec les guerres de religion, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui va affaiblir le pouvoir royal. Et le pouvoir est partagé par des grands personnages comme Richelieu, qui va être le Premier ministre sous Louis XIII, mais aussi le cardinal de Mazarin lors de l'enfance de Louis XIV, qui va donc détenir le pouvoir en France de 1610 jusqu'à sa mort en 1661. En 1661, donc, Louis XIV détient le pouvoir et le détient seul, puisqu'il va imposer un pouvoir dit absolutiste, puisque le roi va être simplement conseillé. Il est conseillé donc par différents conseils, le conseil d'en haut, le conseil des partis, le conseil des finances et le conseil des dépêches, que l'ensemble de cette administration développée depuis François Ier et héritée du Moyen Âge, comme la chancellerie, les contrôleurs généraux de la finance et les secrétaires d'État, vont simplement exécuter les ordres de Louis XIV et ne vont plus avoir droit à faire des remontrances aussi et à donner leur avis. Et en province, les intendants de justice, de police et de finances vont contrôler à ce que l'ensemble de l'autorité du roi s'instaure dans la province. Et les conseillers du roi, je le rappelle, ne sont pas forcément des personnes nobles, ne sont pas forcément des personnes de sa famille, ce sont des personnes de confiance, que le roi donc a confiance, ça peut être des bourgeois par exemple, comme Vauban, qu'on va voir plus tard, comme Colbert, qui vont donc être, qui vont avoir une place centrale dans le pouvoir de Louis XIV. Autre élément très important, et c'est ce qu'on a vu et ce que vous avez vu dans l'activité 2 qui devait être fait pour aujourd'hui,
c'est Versailles et la cour et la société de cour de Louis XIV, qui est finalement un instrument de la politique absolutiste de Louis XIV, puisqu'à partir du moment où Versailles, où la cour va s'installer à Versailles, 1682, Louis XIV va instaurer un pouvoir absolu en contrôlant notamment la noblesse par des rites, par des gestes, et ce qu'on appelle notamment l'étiquette. Alors je vais passer rapidement sur l'activité, sur les documents, vous les avez lus et relus pour faire cette activité. Globalement, le premier document, donc le document 3, il vous montrait que la journée du roi était très chargée et était très codifiée. Le roi se lève tous les jours à 8h15, prend son petit lever, puis arrive le grand lever un quart d'heure plus tard, fait ses différentes audiences, va à la messe, très importante sous Louis XIV, la religion. On est sur une religion catholique, et tous les jours, on va donc à la messe, donc la messe dans la chapelle privée du roi à Louis XIV, à 10h, puis rencontre avec ses conseillers, puis le dîner. Alors très intéressant, le dîner, 1 heure de dîner où les nobles restent assis et attendent que le roi termine de manger avec sa famille. Bon, très bien. Ah, il faut être vu. Voilà. Oui, il est observé. Alors le seul moment où il n'est pas observé, c'est quand il va aux toilettes, si tu veux savoir. Et encore. Et encore. Voilà. Ou il n'est pas observé quand il va voir ses favorites. Ah, il en a, et pas qu'un peu. Parce que dans ces courtisans, on a donc des hommes, mais aussi des femmes, et notamment les femmes des différents nobles, qui vont donc accepter que bon bah leurs femmes vont aller. Ben, voilà, c'est très. Oui, bon, un peu d'échangisme ne fait pas de mal, hein. Euh, un peu, un peu. Je rappelle où on se trouve ou pas en parlant de la consanguinité? Non, pardon, c'est une blague malvenue. Oui, donc en fait, il est observé. Ce qui est très important à retenir ici dans cette activité, c'est que le roi va s'attacher la haute noblesse par la sensation d'être vu. Les nobles vont être obligés de suivre le roi s'ils veulent être bien vus, s'ils veulent avoir des pensions, c'était votre document 6, si ils veulent avoir de l'importance dans le royaume. Alors, on a donc beaucoup de distractions dans le château, hein. On avait des bals, on a donc des pièces de théâtre, des artistes qui sont importants, qui vont venir voir Louis XIV pour proposer donc des peintures, des comédies. Vous l'avez vu ici dans le document 6, on a Racine, on a Molière qui vont avoir des pensions, puisqu'ils font un travail formidable. On a de somptueux jardins à Versailles. Beaucoup m'ont parlé des jardins et c'était très intéressant d'en parler. Euh, on a quand même un certain regard, hein, il faut être vu et observé, surtout pour Louis XIV. Et il va instaurer ce qu'on appelle l'étiquette, n'oubliez pas, l'étiquette qui est donc l'ensemble des gestes et des paroles que le roi va euh, admettre en sa présence et que l'ensemble des nobles devront respecter en présence du roi. Ce qui est le plus intéressant, et ce que vous aviez vu, c'était lors d'une partie de billard où l'ensemble des courtisans sont obligés de rester euh, sur le ventre, à plat ventre, le temps que le roi termine sa partie. Ah, vous l'aviez. Globalement, c'est ce que vous dit donc la duchesse d'Orléans, hein. C'est ça, hein. Non, ils attendent que le roi termine. C'est comme manger, hein, sur le petit couvert ou sur le grand couvert, hein. Mais oui, mais on vous le mettait bien avec le document 4. Regardez, le roi regardait à gauche et à droite à son lever et à son coucher, à ses repas en passant les appartements dans ses jardins de Versailles, où les courtisans avaient la liberté de le suivre. Il voyait et remarquait tout le monde, aucun ne lui échappait, jusqu'à ce que ceux qui n'espéraient pas même être vus. Et ceux qui n'étaient pas vus, quand il s'agissait de quelque chose pour eux, je ne le connais point. Et alors là, si vous n'étiez pas à son repas, si vous n'étiez pas à sa partie de chasse, ou n'étiez pas donc, je sais pas, au bal, il le savait,
Et alors là, tant pis pour vous, mais c'était foutu. Si vous demandiez quelque chose au roi, il disait non. Voilà, donc en fait, il fallait être vu et reconnu. Par contre, ceux qui l'avaient vu, ou rarement, hein, c'est un homme que je ne vois jamais, donc du coup, on fait une remarque. Il faut essayer donc de se rattraper. Bah, il mange après. Il mange après ou il mange avant. Mais pendant le souper du roi ou le dîner du roi, les courtisans restent debout et attendent que le roi mange. Et le roi avait un grand appétit, hein. Je sais pas qui me l'a dit, mais c'est vrai. Il mangeait beaucoup. Après, il a eu une longue longévité, hein. Il meurt en 1715. Il meurt à 75 ou 80 ans, je sais plus à peu près. J'ai plus la date en tête. Clairement, c'était un bon vivant. Donc globalement, à partir du moment où la cour s'installe à Versailles, Louis XIV impose son autorité et impose donc euh, son pouvoir sur la haute noblesse. Donc je peux lire rapidement donc ma trace écrite. Toc toc toc. Ici. Donc pour surveiller et contrôler les grands, Louis XIV s'installe donc dans un pavillon de chasse appartenant à son père Louis XIII à Versailles, où il fait construire un immense château entouré de magnifiques jardins. Si vous souhaitez voir un peu plus en détail Versailles, vous pouvez aller sur le site officiel de Versailles, vous pouvez avoir une visite en ligne en 3D. Puisque qui dit confinement dit que vous ne pouvez pas rentrer donc dans les monuments historiques, mais vous pouvez aller par exemple dans la galerie des glaces et faire comme ce que vous aviez fait avec la chapelle Sixtine et vous balader dans la galerie en 3D. À partir de 1682, il abandonne le palais du Louvre pour s'y installer définitivement. Ainsi, à Versailles, devient le symbole de l'absolutisme. Le roi s'entoure de sa cour, c'est-à-dire des membres de sa famille, la haute noblesse et le personnel du gouvernement. Et Versailles est l'exemple même de l'art classique. Le roi aime particulièrement les loisirs, comme la chasse, les ballades, les fêtes, les théâtres, les danses, les ballets. Louis XIV cherche aussi à contrôler les esprits, puisqu'il met en place une véritable propagande royale. Alors ça, vous voyez pas dans le document, mais je vous le donne en plus. Il s'attache des services des meilleurs artistes et écrivains. Ça, on le voyait dans le document 5, notamment Racine et Molière, en les soutenant financièrement. Et dans les journaux et les livres et les pièces de théâtre, ils ne peuvent pas être publiés sans autorisation du roi. Donc le roi lit tout ce qui est édité, et s'il n'est pas d'accord, il le refuse. Et ces articles, ces livres, ces pièces de théâtre ne peuvent pas être publiés. Globalement, il fait une censure des différents éléments. Bref, donc comme vous l'avez vu dans cette première partie, donc tout au long de la période moderne, la monarchie française affirme sa souveraineté en renforçant le pouvoir royal et l'emprise de l'État sur le royaume. Mais pour cela, la monarchie a dû lutter, on l'a vu un petit peu mais on va le revoir ici, à de nombreuses divisions et des oppositions à l'intérieur du royaume, sinon mon grand 2, mais aussi à l'extérieur du royaume, c'est mon grand 3. Je reviens un peu rapidement sur la chronologie. Je vous ai dit la semaine dernière, attention, la chronologie de mon cours est chronothématique. On a commencé à s'intéresser au renforcement de l'État sous François Ier, Henri II, sous Louis XIII et Louis XIV, et on a fait donc des esquisses, des esquives chronologiques au niveau donc de 1610-1661 et aussi entre 1559 et 1598 avec les guerres de religion, ce qu'on appelle les crises de l'État. Ces différentes périodes, on va les voir maintenant. Donc on fait un saut dans le temps, on revient en arrière avec le grand 2. Donc grand 2, la lutte contre les divisions et les oppositions intérieures. Petit a, la volonté d'unifier le royaume religieusement. Et petit 1, le roi face aux guerres de religion.
Donc là, on revient un an plus tôt, enfin un siècle plus tôt, pardon, 1562-1598. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à me les poser dans le salon information par exemple, sur Discord. Pour commencer ce petit 1, je vous ai donné en lien une vidéo YouTube. Cette vidéo YouTube va vous présenter le massacre de la Saint-Barthélemy, les acteurs liés au massacre de la Saint-Barthélemy. Je rappelle que la Saint-Barthélemy, on en avait déjà parlé dans le chapitre précédent, dans le chapitre 4, sur le protestantisme. Je vous conseille vivement de la regarder. Elle dure une dizaine de minutes, c'est pas très 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 long. Elle est bien documentée, très bien faite. Donc je vous conseille vivement de la regarder pour comprendre globalement les oppositions qu'on retrouve dans cette période-là dans le royaume de France. Donc, pour rappel, à partir de 1562, on va avoir ce qu'on appelle des guerres de religion qui vont se mettre en place dans le royaume de France, mais aussi dans l'ensemble de l'Europe, et surtout dans le royaume de France, entre deux grandes parties, à savoir d'un côté les protestants et de l'autre les catholiques. Les catholiques qu'on appelle donc la Ligue catholique, et donc la Ligue protestante. Cette guerre de religion arrive à un point très important, c'est le point du 24 août 1572, avec le massacre de la Saint-Barthélemy, qui je le rappelle, et donc le massacre de l'ensemble des dirigeants et des chefs protestants lors des noces de Marguerite de Valois et d'Henri de Bourbon à Paris, sous l'ordre de Charles IX. Bon, on n'est pas sûr que ça soit le roi qui ait décidé directement du massacre des chefs protestants, mais ça va inciter dans l'ensemble du royaume à tuer les protestants, euh, et les protestants vont essayer de riposter face aux catholiques. Reprenons le document 1, page 64, où on voit donc les différents partis qui s'opposent à partir donc de 1562, à savoir en rose les protestants et en violet les ligueurs, c'est-à-dire ceux qui sont des catholiques. Alors globalement, où se situent les forces protestantes et où se situent les forces catholiques d'après cette carte? Oui, effectivement, Bretagne, Paris. C'est les provinces ligueuses, effectivement, hein. Quand on appelle la Ligue, ce sont la Ligue catholique, je l'avais déjà dit, hein. C'est donc cette organisation catholique armée qui a été fondée à partir de 1576 par le fameux duc de Guise, enfin duc de Guise, euh, qui était donc le chef des ligueurs et le chef donc de cette Ligue catholique. On le retrouve, comme tu me l'as dit Théo, en Bretagne, à Paris, dans les provinces du Nord, forcément, hein. Il s'appelle pas duc de Guise pour rien, hein, puisque son château se trouvait, eh bien, il se trouvait où son château? Facile, hein. Ah bah effectivement, c'est pour ça qu'on le connaît bien, ce duc. Et c'est pour ça que je connaissais en fait cette ville avant d'arriver, parce que ça me faisait penser à ces ducs. Euh, il est ensuite, euh, on en retrouve aussi en Franche-Comté, en Bourgogne, autour de Lyon et en Provence. Et à l'inverse, on a donc des protestants,
notamment dans le Béarn. Alors le Béarn, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'endroit où on retrouve notamment notre cher Henri IV, Henri de Bourbon, chef de la Ligue protestante, dans le Languedoc, dans les Cévennes aussi, autour de la Dordogne, avec Bergerac par exemple, autour donc aussi du Bordelais et dans le Poitou, ainsi que en Normandie. Donc à partir de 1562, finalement, on va avoir une opposition et de violentes batailles entre catholiques et protestants dans l'ensemble du royaume. Hein, une partie sud-ouest dominée par des protestants et une partie est dominée par des catholiques. Mais on va avoir donc des divergences, des divisions et des contestations, notamment, dans un premier temps, par les protestants, puisque ces protestants se font massacrer à partir de 1572 lors de la Saint-Barthélemy. C'est votre document 4, page 165, la puissance souveraine du peuple, comment les protestants voient le pouvoir royal à la suite du massacre de la Saint-Barthélemy. Je vous lis le document. En ce temps, la souveraine et principale administration du royaume des Francs gaulois appartenait à l'Assemblée générale de toute la nation qu'on a appelée depuis l'Assemblée des trois États, par où il ressort que le peuple de France n'était anciennement obligé de garder d'autres lois que celles qui avaient été autorisées par ses voix et suffrages. Il ressort par toutes les annales de France, donc par toutes les histoires de la monarchie française, que le peuple a eu plein pouvoir de déposer les rois quand il l'avait desservi. Il n'y a point de si juste ni de nécessaire sédition, donc de révolte, que lorsque le peuple foulé et opprimé par la cruauté d'un tyran va demander secours à toute la communauté des citoyens légitimement assemblés. Donc selon François Hautemann, qui était juriste calviniste en 1574. Globalement, comment les protestants voient le pouvoir royal après le massacre de la Saint-Barthélemy? Il est vu comment le roi? En fait, le roi, il est vu comme cruel, il est considéré comme un tyran. Donc, selon les protestants, finalement, si on a un tyran qui est donc au pouvoir, le peuple peut se rebeller, peut donc se révolter contre l'autorité, puisqu'elle n'est pas euh, une bonne autorité, puisque elle est beaucoup trop euh, dirigiste et trop violente. Donc, dans un premier temps, euh, les protestants donc vont s'opposer au pouvoir royal et se révolter face au roi qui supporte finalement la Ligue catholique. Mais c'est pas tout, puisque quelques années plus tard, eh bien, la Ligue catholique, eux aussi, vont eh bien, se retourner face au roi. Pardon, tu disais, Rémi? Oui, ils vont attaquer le roi, effectivement. Puisque, après Charles IX, vient son frère, Henri III, qui arrive au pouvoir, et vu qu'il veut essayer donc de rétablir son autorité dans le royaume, et sachant que notamment les ducs de Guise vont être un peu trop euh, importants à ce moment-là, et vont avoir une importance trop importante via son autorité, eh bien Henri III va décider tout simplement en 1588 de faire exécuter le chef de la Ligue catholique, à savoir le duc de Guise, ce qui va être très mal vu de la Ligue catholique, qui, un an plus tard, le 1er août 1589, c'est votre document 3, ne va pas hésiter à rejeter l'autorité royale par ce qu'on appelle un régicide. Jacques Clément va assassiner d'un coup de couteau le roi Henri III, et donc le pouvoir royal et l'autorité royale est remise en cause par un assassinat, ce qui n'était encore alors jamais arrivé dans le royaume de France. C'est ce qu'on vous explique d'ailleurs dans le document 5. Donc, après l'assassinat par le roi Henri III du duc de Guise, en décembre 1588, la ville de Paris, aux mains de la Ligue, se retourne contre le roi. La révolte fut générale, le propre jour de Noël,
Les théologiens assemblés au collège de la Sorbonne arrêtèrent en considération de ce qui était arrivé à Blois, c'est-à-dire de l'assassinat du duc de Guise. Les sujets étaient non seulement quittes du serment de fidélité et obéissance qu'ils devaient au roi, mais aussi que sans charge pour leur conscience, ils pouvaient s'armer, s'unir et lever des deniers contre lui. Donc, révolte des ligueurs face à l'autorité royale. Les arrêts de la cour du Parlement et les lettres de la chancellerie ne sont plus véritables sous le nom du roi. Hommes et femmes font des processions en chemise, communient tous les dimanches, se retrouvent au service divin depuis le matin jusqu'au soir, non pour apaiser la colère de Dieu, mais pour le provoquer contre le roi. Outre tout cela, on a assuré au roi que quelques hommes désespérés avaient juré et conjuré sa mort, pardon. C'est une vraie anarchie, une infinité de villes se délient de l'obéissance à leur roi. Que dis-je, ville? Il y a des provinces entières qui se mettent dans la partie. Donc, selon Étienne Pasquier, lettre à maître Nicolas Pasquier, son fils, en 1589. Globalement, qu'est-ce qui se passe à partir de cette date-là? En 1589, les ligueurs et la Ligue catholique se révoltent aussi contre le roi, ce qui amène donc à l'assassinat de celui-ci. Ce n'est pas que des petites villes qui vont s'opposer au roi, c'est l'ensemble des provinces détenues par les ligues, notamment la Bourgogne ou la Bretagne, qui vont donc se défier et vont défier l'autorité royale, ce qui va même amener à l'assassinat du roi. Et le roi va alors, devoir demander d'une part de l'aide et une intervention extérieure au royaume. C'est ce que vous voyez ici avec l'intervention espagnole à partir de 1590 pour essayer de rétablir le pouvoir royal, mais aussi, dans un deuxième temps, en cas de crise, et je vous l'avais dit déjà auparavant, le roi instaure ce qu'on appelle des états généraux, et entre 1576 et 1577, on va avoir 5 états généraux qui vont être euh, établis. Ici, vous avez donc une gravure des états généraux qui se passent à Blois en 1576, qui devrait normalement accorder la paix entre les Huguenots et la Ligue catholique, mais en même temps, eh bien, ça ne va pas fonctionner puisque le roi va se faire assassiner en 1589, mais un autre roi va se faire aussi assassiner en 1610, voulant rétablir la paix dans le royaume entre les protestants et les catholiques. Ça va? Ok. Alors je vous lis rapidement donc la trace écrite. Donc durant la moitié du XVIe siècle, la France est déchirée par les guerres de religion entre les catholiques et les protestants, ce qui va affaiblir le pouvoir royal. Les rois ne parviennent plus à rétablir la paix civile et sont accusés aussi de trahison par chacun des deux camps. Par les protestants, par le massacre de la Saint-Barthélemy et par l'assassinat du duc de Guise pour les catholiques en 1598. Les guerres de religion connaissent leur apogée avec le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, au cours duquel, sous l'ordre de Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis, un grand nombre de nobles protestants sont tués à Paris. Ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu dans le chapitre 4. À la suite de ce massacre, les protestants se déchaînent contre le pouvoir royal, accusés ici de tyrannie. Des penseurs vont alors jusqu'à théoriser ce droit de résistance à un pouvoir royal devenu odieux, et certains pensent même à le renverser. Et du côté catholique, les guerres de religion donnent naissance à la Ligue, à partir de 1584. Sous la conduite du duc de Guise, les ligueurs, veulent imposer leur volonté au roi Henri III, mais soupçonné de vouloir négocier avec les protestants, eh ben, il va être mal vu entre 1560 et 1614. Alors, pour faire face à cette instabilité, le roi va essayer, et les rois vont convoquer à plusieurs reprises les États généraux, mais aussi la société donc des trois ordres. Mais ces tensions restent très vives et arrivent à la forme la plus extrême de la violence, puisque cette contestation du pouvoir royal amène à des régicides, c'est-à-dire à l'assassinat d'une personne royale, d'un monarque, notamment par Henri III, et aussi par Henri IV en 1610, puisqu'Henri IV va se faire assassiner par Ravaillac le 14 mai 1610.
Ravaillac qui était un catholique, fervent catholique, qui refusait finalement la tolérance accordée par Henri IV en 1598, puisqu'il va avoir une tolérance religieuse à partir de cette date, notamment pour les protestants. C'est mon activité suivante, à savoir activité 3, Henri IV et l'édit de Nantes. Alors cette activité, normalement, vous devez donc vous intéresser au document page 166, 167. Ce que je vais vous demander pour vendredi prochain, alors je vous fais encore travailler pour un jour férié, honte à moi. Ce que je vais vous demander, c'est de faire les 4 questions qui sont page 167, qui ne seront pas à me rendre. Globalement, c'est comme l'activité sur l'administration royale au XVIe siècle. Vous faites cette activité, on la corrige ensemble très rapidement pour vendredi, et on passe à la suite. Pour ce chapitre, il n'y aura que l'activité sur Versailles qu'il fallait me rendre, qui doit être rendue. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe à partir de l'assassinat d'Henri III en 1589? Pourquoi j'ai mis 1589? C'est 1598. Bon, c'est pas grave. En 1589, Henri IV, qui est aussi roi de Navarre, euh, est considéré comme étant un chef protestant. C'est ce Henri de Bourbon qui va être marié à Marguerite de Valois lors de la Saint-Barthélemy en 1572. Il réussit à fuir le massacre de la Saint-Barthélemy, va revenir donc dans le Béarn autour de Pau, va être un chef protestant qui va combattre la Ligue lors des guerres de religion, va ensuite, à partir de 1589, être le roi de France, puisque il va être le descendant le plus proche, le descendant direct d'Henri III, puisqu'Henri III, quand il meurt, il n'a pas de descendant direct, il n'a pas de fils, donc le pouvoir royal va être détenu par une branche cadette des Valois d'Angoulême, à savoir les Bourbons. Henri IV va devenir le premier roi de la dynastie des Bourbons, donc c'est le cousin finalement d'Henri III. Ces Bourbons, vous les connaissez puisque Henri IV, son fils c'est Louis XIII, puis le fils de Louis XIII c'est Louis XIV, puis le petit-fils de Louis XIV c'est Louis XV, puis le fils de Louis XV c'est Louis XVI, et ainsi de suite, jusqu'à Charles X, qui met fin en fait à la dynastie des Bourbons. Donc il va devenir roi de France en 1589 et va essayer donc de rétablir l'ordre dans son royaume à partir de 1593, puisqu'il va se convertir au catholicisme. Je rappelle qu'il est protestant au départ. Hein. Il se convertit au catholicisme en 1593, pardon, puisqu'il va abjurer le protestantisme dans la basilique Saint-Denis, qui est donc la basilique où sont enterrés l'ensemble des rois de France. On a une nécropole royale euh, à la basilique de Saint-Denis. Il s'agenouille devant l'archevêque de Saint-Denis et donc obtient la religion catholique. Et en 1598, va alors édifier un acte royal très important qu'on appelle l'édit de Nantes. Donc retenez bien cette date, 1598, édit de Nantes, qui va essayer donc de mettre fin aux guerres de religion, ce qui va être le cas, et mettre fin au conflit entre protestants et catholiques. Mais globalement, que va mettre en place donc l'édit de Nantes sous Henri IV? Je vous lis le document numéro 4. L'édit de Nantes est promulgué par Henri IV le 30 avril 1598. Il comprend 92 articles et est précédé d'un préambule. Article 2. Défendons à tous nos sujets de se provoquer l'un l'autre sur ce qui s'est passé. Interdiction donc de combat. Article 3. Ordonnons que la religion catholique soit rétablie en tout lieu et en droit de notre royaume pour y être paisiblement et librement exercée, sans aucun trouble ou empêchement. Rétablissement officiel de la religion catholique dans l'ensemble du royaume. Article 6. Avons permis et permettrons à ceux de la religion prétendue réformée, donc le protestantisme,
de vivre partout dans notre royaume sans être vexés, brutalisés ni restreints à faire quelque chose contre leur conscience. Ici, on a la tolérance religieuse des protestants. Article 9, nous permettons à ceux de la religion prétendue réformée de continuer l'exercice public de leur religion là où il y était établi et fait publiquement en 1596 et 1597. Ici, qu'est-ce qu'on a? Liberté de culte. On peut être protestant et donc exercer sa religion librement. Article 11, davantage, nous ordonnons que dans les faubourgs d'une ville de chaque bailliage, en plus de celles déjà accordées, l'exercice de la religion prétendue réformée puisse se faire publiquement. Liberté de culte aussi ici. Article 11, défendons aussi à tous nos sujets d'enlever par force contre le gré de leurs parents des enfants de ladite religion pour les faire baptiser ou confirmer en église catholique. Donc là, interdiction de baptiser de force les protestants euh, au catholicisme. Et article 22, ordonnons qu'il ne sera fait ni différence ni distinction entre les religions pour être admis dans les universités, collèges et écoles, et les malades et pauvres dans les hôpitaux et les léproseries. Ici, on vous montre bien qu'il n'y a pas de distinction entre catholiques et protestants dans les écoles, les universités ou encore dans les hôpitaux. Globalement, pourquoi l'édit de Nantes est importante? Puisque, à partir de 1598, on va avoir un édit de tolérance, une tolérance religieuse et un accord euh, religieux dans le royaume de France entre les protestants et les catholiques, où l'ensemble de ces deux religions peuvent librement exercer leur culte. Malgré cela, l'édit de Nantes va avoir des contestations, et notamment par le Parlement de Paris, qui va contester cet édit. Il va pas l'accepter puisqu'ils sont catholiques, mais le roi de France va imposer son autorité sur le Parlement de Paris pour éditer l'édit de Nantes et pour qu'il soit officialisé une année plus tard, donc en 1599, afin donc d'admettre que la religion protestante et catholique soit officielle et soit donc accordée dans le royaume. Donc je vous lis ma trace écrite. Les guerres de religion finissent cependant par contribuer au renforcement de l'autorité royale, répondant au désir de paix de ses sujets. Henri IV réussit en effet à imposer comme arbitre des luttes religieuses, et en 1598, il promulgue l'édit de Nantes qui accorde aux protestants la liberté de conscience, une certaine liberté de culte, et des places de sûreté dans lesquelles ils peuvent trouver refuge. Ces différentes places de sûreté, on les retrouve, et on les a déjà parlé, sous Louis XIII, puisque sous Louis XIII va essayer donc de récupérer ces places fortes, notamment La Rochelle, aux protestants, dans les années 1620. Évidemment, l'ensemble des catholiques ne vont pas être d'accord avec l'édit de Nantes, c'est pour cela, et je reviens un peu en arrière, que Henri IV meurt en 1610, assassiné par Ravaillac qui était un fervent défenseur de la religion catholique et était opposé à la religion protestante, et donc va assassiner le roi directement dans la rue en 1610. Voilà. Si vous voulez savoir comment il termine Ravaillac, regardez sur internet, c'est très intéressant, il termine écartelé, mais écartelé d'une façon assez brutale. Voilà. Ami des chevaux, ami des bêtes, je vous laisse regarder. Il va mal finir, le pauvre Ravaillac. Bref. Pour autant, c'est mon petit 2. Cet édit de Nantes, qu'on appelle aussi édit de tolérance, euh, il va être mis en place en 1598, mais en 1685, donc moins d'un siècle plus tard, on va revenir en arrière avec ce qu'on appelle l'édit de Fontainebleau. Et je terminerai donc ce petit point avant de vous laisser. Alors la révocation de l'édit de Fontainebleau, on est en 1685, donc on est sous quel roi? Si on est en 1685.
Quel roi gouverne la France en 1685? En... Oui, effectivement, c'est Louis XIV. Donc, ne vous perdez pas dans les dates des rois, hein. On est bien d'accord, là j'ai encore fait un saut, j'ai omis de parler de Louis XIII et je passe directement à Louis XIV. Que fait Louis XIV? Louis XIV, je vous ai dit, hein, pour lui, la religion est très très importante. Or, il va mettre fin à l'édit de Nantes, effectivement. Regardez ce document 5, la révocation de l'édit de Nantes que je vais vous lire, qui est publié dans la Gazette de France en 1685. Le 22 de ce mois, donc le 22 du mois d'octobre 1685, on publia ici un édit du roi par lequel Sa Majesté a révoqué l'édit de Nantes donné en faveur de ceux de la religion prétendue réformée, donc de la religion protestante. Sa Majesté défend par cet édit de faire aucun exercice public de cette religion et ordonne que tous les temples soient démolis. Sa Majesté ordonne à tous les pasteurs de sortir du royaume dans 15 jours et leur défend de faire pendant ce temps aucun prêche sous peine des galères. Sa Majesté interdit toutes les écoles particulières pour les enfants de ceux de la religion prétendue réformée, et ceux qui naîtront seront désormais baptisés par les curés des paroisses et élevés dans la religion catholique. Que fait, déjà, que fait l'édit de Fontainebleau, donc cette révocation de l'édit de Nantes, par rapport à la religion protestante? Qu'est-ce qui est mis en place? Oui. Alors, effectivement, c'est-à-dire que on révoque l'édit de Nantes, donc l'édit de Nantes de tolérance, on le supprime. Ensuite, cette religion protestante, eh bien, les temples sont démolis, les pasteurs sont soit convertis, soit doivent sortir du royaume, donc sont exilés, que l'ensemble des protestants du royaume doit être converti, et que l'ensemble des écoles protestantes sont supprimées, et que les nouveau-nés doivent être convertis de force et baptisés dans la religion catholique. Finalement, Louis XIV supprime tout ce qu'a fait Henri IV un siècle auparavant. Il va même aller plus loin, puisque c'est votre document 4, donc cette gravure satirique, puisque Louis XIV va même instaurer ce qu'on appelle des dragonnades. On le vous met ici. Ces dragonnades, ça vient du mot dragon. Le dragon, c'était une unité de l'armée du roi à l'époque donc de Louis XIV. C'était des cavaliers armés d'un fusil. Les dragons. Plus tard, on appellera ça des gendarmes. Voilà. Et ils avaient un sabre. Que font ces dragons? Eh bien, ces dragons, à partir de 1685, ils vont s'installer directement euh, dans les maisons des protestants et vont demander à ces protestants de se convertir de force à la religion catholique. À partir de ce moment-là, les protestants auront trois choix. Le premier, c'est de se convertir à la religion catholique. Le deuxième, c'est de s'exiler avant que les dragons arrivent dans leur maison. Le troisième, eh ben, la mort, finalement, hein, c'est de se faire tuer par ces dragons si on refuse la conversion de force. Ceci va amener alors à un exode massif des protestants euh, du royaume de France vers l'étranger et vers donc les pays donc limitrophes euh, à la France, puisqu'à partir de 1685, eh bien, on va avoir 180 000 Français qui vont quitter le pays lors du règne de Louis XIV, notamment en Angleterre et aux Provinces-Unies. Évidemment, ils vont aller dans ces régions-là puisque sont en place des régimes protestants. Hein, on a du calvinisme aux Provinces-Unies, et puis c'est l'anglicanisme qui prévaut, et le puritanisme aussi en Angleterre. On va aussi partir dans les colonies, vers l'Afrique du Sud et vers l'Amérique, en Suisse ou dans le Saint-Empire. Théo, t'avais une question peut-être? Non, d'accord. Donc globalement, à partir de ce moment-là, tout ce qu'avait fait, pardon, Henri IV est enlevé par Louis XIV, renforcement de l'État, évidemment, avec une autorité beaucoup plus stricte sur la liberté de culte et sur
la conscience religieuse dans le royaume de France. Il n'existe qu'une seule religion officielle en France sous Louis XIV, c'est la religion catholique. Les protestants sont bannis ou doivent être convertis. Et bien sûr, Louis XIV va être un peu décrié par les protestants. C'est votre document 1, page, je sais plus quelle page, 184. Cette caricature protestante, hein, qui vous montre le roi de France avec une cape et une capuche, considéré comme étant le roi soleil, il est là, hein. On vous met en dessous, hein. Mon roi soleil, par sa force, éclaira l'hérétique, il chassa tout d'un coup les brouillards de Calvin, donc il chassa les protestants, non pas par un zèle divin, mais afin de cacher sa fine politique, c'est-à-dire que c'était politiquement une volonté du roi de s'affirmer son autorité en supprimant donc les protestants et du coup en supprimant ceux qui sont contre son pouvoir absolu, hein, euh, avec cette autorité faite par les protestants. Bien, je vous lis rapidement cette trace écrite et ensuite je vais en terminer pour aujourd'hui. Donc, si les protestants perdent leur place de sûreté, donc leur grande place forte sous Louis XIII, notamment avec la prise de La Rochelle en 1629, ils conservent leur liberté de culte. Mais sous le règne de Louis XIV, ils perdent ce privilège. En effet, Louis XIV cherche à réduire le protestantisme dans son royaume, il met alors en place des mesures fortes, comme la suppression des écoles protestantes, l'interdiction d'acheter des offices pour les protestants, l'augmentation des impôts aussi, et de plus, dans les années 1680, le roi décide de faire loger des soldats chez les protestants afin de les obliger à se convertir de force. C'est ce qu'on appelle donc des dragonnades. Vous les avez ici. Enfin, en 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes avec l'édit de Fontainebleau. Les temples sont alors détruits, les pasteurs sont obligés donc de s'exiler et le culte protestant est interdit. Il n'existe plus qu'une seule religion officielle en France, c'est la religion catholique. Bien. Avez-vous des questions sur cette partie du cours et sur les guerres de religion? Non, ça va, j'ai pas été trop rapide. Ok, impeccable. Euh, Ce que je vous demande donc pour vendredi, c'est de faire ces questions page 167. Il y a 4 questions, ça va pas vous prendre beaucoup de temps normalement. Une vingtaine de minutes. En plus, j'ai déjà évoqué les dînants, donc ça devrait aller vite. Et je vous conseille vivement de regarder cette vidéo euh, sur, euh, sur le massacre de Saint-Barthélemy et sur les guerres de religion pour comprendre un peu plus les conflits qui existent entre d'un côté euh, la Ligue catholique et la Ligue protestante et les grands chefs, notamment les ducs de Coligny et les ducs de Guise. Ça vous prendra pas beaucoup de temps non plus, au lieu de jouer par exemple, ou entre deux parties. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors, comme la semaine prochaine, honte à moi, on travaillera certainement vendredi, même si c'est un jour férié, pour essayer d'avancer dans ce cours et d'essayer de terminer ce chapitre pour mercredi prochain, et ainsi commencer le chapitre suivant vendredi prochain. On s'intéressera donc vendredi au Grand B, donc sur le contrôle du peuple et de la noblesse, avec l'autorité royale et notamment donc euh, euh, la mise en place de la régence et de la fronde. Et je vous demanderai certainement de regarder une vidéo aussi pour le week-end. Bien.